Coucou! Vous allez bien? Bon, c'est si belle bien entendu, mais je me demandais de quoi aurait l'air mon univers si j'étais cam girl. Et du coup, ici dans l'intimité de ma chambre, avec l'ensemble des décorations qui sont en fait mes soutifs, ma lingerie, tout ça, je pourrais être votre cam girl. Mais je ne suis pas votre cam girl et c'est qu'une vidéo d'unboxing et ça me fait quand même très plaisir de m'être un peu déguisée. Et déguisée comment? Déguisée comme celle qui est très confortable chez elle. Tellement mais tellement confortable que j'ai mis mes crocs préférés. Voilà, maintenant vous savez tout. Non seulement le racolage passif, l'intérêt pour les perruques un peu trop colorées, et l'intérêt pour la putothèque et la littérature. Beaucoup plus que la littérature érotique. La littérature écrite par des femmes et surtout par des putes. Mais tout d'abord, puisqu'aujourd'hui je n'ai reçu que 2 paquets, j'ignore leur contenu. Je vais d'abord présenter 2 bouquins que j'ai lus et qui m'ont il y en a un qui m'a vraiment marqué en tant que travailleuse du sexe. Et c'est même parce que je l'ai lu avant de devenir travailleuse du sexe. Et c'est celui-ci, King Kong Theory de Virginie Despentes. Alors je vous explique, la première fois qu'on m'a parlé de ce bouquin, on m'a dit « Mélanie, il faut absolument que tu lises ce bouquin. » Oh, zut, je fallait pas que je dise mon nom. Ils m'ont dit « Gisèle, c'est vraiment important que tu lises ce bouquin parce qu'il y a plein de trucs que tu dis qui sont là-dedans. Sur la gestion du risque, sur presque l'inéluctabilité du viol en tant que meuf. » Non, c'est pas ce qu'on m'a dit à l'époque, on m'a dit genre tu devrais vraiment le lire parce que quand on la lit, on a l'impression de t'entendre. On a l'impression que c'est toi qui nous parles d'à quel point être une femme, ça amène le viol de toute façon, puis c'est pas ta faute. Puis en plus, elle a déjà été prostituée, fait que c'est super intéressant. Voilà, c'est ce que... Succinctement, c'est ce que m'a dit ma chère amie à l'époque, hein, Joséphine, qui m'a parlé de ce bouquin. Et je l'ai lu assez rapidement, les 4 premiers chapitres je les trouvais passionnants, les autres après un petit peu moins, mais je trouvais ça très intéressant parce que moi j'étais une autostoppeuse invétérée et du coup je m'exposais au risque de viol aux yeux des gens et du coup je prenais vachement de risques avec des personnes inconnues, ce qui n'est pas très différent finalement de mon travail maintenant, m'exposer à l'intimité de personnes inconnues, dont des personnes qui pourraient avoir des intentions douteuses, qui pourraient avoir... voilà, donc il y a une prise de risque, et il y a une gestion du risque de ma part, et c'était très intéressant de lire ce bouquin, avec ce côté, oui ok je prends des risques, mais si je prenais pas de risques, moi je serais pas vivante. Et du coup c'était important pour moi d'être vivante, et ce bouquin m'a apporté un petit peu de ça. Je l'ai jamais relu depuis, même si je l'ai recommandé pour la putothèque. Peut-être que je le relise maintenant, parce que je suis pas la même personne. Quand je l'ai lu, c'était... mon Dieu, c'était bien avant de vendre des services sexuels pour la première fois. Et par contre, l'autre livre que j'ai ici, c'est un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Quand j'ai commencé à m'impliquer au niveau du Stras. Donc, Les luttes des putes de Thierry Schaffhauser. Et ça, c'est super intéressant parce que, bon, ça parle surtout des luttes en France. Et moi, je suis pas française. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais tabarnak, c'est compliqué pour moi en France. Il y a plein d'affaires à apprendre. Puis non, je suis pas très convaincante en québécoise maintenant parce que c'est un peu comme ce dont je te parle. J'ai un peu tout raté, tout perdu, tout gommé. J'en avais marre qu'on me parle de Céline Dion et de Garou. S'il vous plaît, ne me tweetez pas sur Céline Dion et Garou. C'est pas nécessaire. Il y a d'autres personnes à qui tweeter de ça, mais pas à moi, s'il vous plaît. Il y a plein d'autres artistes québécois, mais je m'en fous. Voilà, merci, c'est gentil. Oh, vous êtes vraiment des amours. Du coup, les luttes des putes, ce qui est super intéressant, c'est que, bon, lors de la dernière vidéo, je vous ai parlé de lutte XXX, qui est vraiment plus axé québécois, canadien, américain, même si ça couvre le monde entier. Mais celui-ci, il parle vraiment des luttes plus en France et comment elles s'inscrivent dans le mouvement mondial. Et j'ai aimé en fait que ce soit divisé en 3 grandes parties, pour moi en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu.
C'est vraiment de se dire, ok, on définit ce que c'est que la putologie, les oppressions que vivent les putes, la putophobie, hein, comment elle fonctionne avec la stigmatisation, avec les lois, avec tout le contexte sociétal. Après, on parle de comment on s'inscrit dans les luttes féministes. Parce qu'il y a un féminisme pute. Et c'est vrai que moi je me suis toujours définie comme féministe avant d'être pute, en devenant pute, en étant pute. Et je pense que je serai féministe pendant encore longtemps. Bon, désolée si c'est un turn-off, je m'en fous. Ah, turn-off, ça c'est québécois, tu vois. Et puis aussi, à la fin, c'est un peu trop peu parce qu'il y a encore tout un chapitre à écrire. Mais on parle des luttes syndicales, on voit de comment on peut s'inscrire dans un mouvement des travailleurs. Et de dire, bon ben voilà, on réclame des droits parce qu'on est des travailleurs. Donc c'est super intéressant, mais les syndicats en France, c'est encore un petit peu frileux. Si vous avez des ressources pour moi sur comment mieux m'éduquer au mouvement syndical, je suis complètement preneuse de ce genre d'informations. Surtout si vous avez des syndicats qui sont ouverts au travail du sexe, à ce concept, et qui vont pas nous dire qu'on est le méchant lobby proxénète dans Libération, dans une lettre ouverte. Voilà, c'est tout. Donc maintenant, unboxing, wouhou! Super. Alors, la première boîte, j'ai 2 boîtes, hein. Je pense qu'il y a plus que 2 bouquins. Ah, l'attaque. Ah, ça fait du bien, ça me défoule, ouais. Ah ouais. Alors ici, j'ai un livre que je pense qui a été pas mal connu en France, Mes chères études. Et c'est vraiment une réédition parce que c'est déjà 1 euro et je pense que c'était peut-être pas 1 euro avant, je sais pas. J'en ai beaucoup entendu parler, mais jamais, voilà, c'est un livre témoignage. Les livres témoignages c'est intéressant mais ça a pas mal de limites. Du coup, c'est le témoignage d'une personne, un récit d'une étudiante jeune et puis qui s'est mis à tapiner, ce que j'aurais dû faire moi à une certaine époque. Et quand j'ai commencé, quand j'ai sombré dans la prostitution à l'âge tragique de 31 ans, c'est vrai que j'étais très jalouse de toutes les collègues, surtout celles qui étaient très impliquées dans les aspects démocratiques du collectif d'indépendantes duquel je faisais partie. J'étais extrêmement jalouse de ces filles, de ces femmes de 20, 22 ans, 24 ans, qui semblaient être très à l'aise avec leur corps et qui semblaient aussi être, comment dire, en mesure de tout de suite faire ce que je faisais. Et moi, ma vie, elle aurait été vachement moins compliquée en fait si j'avais eu accès à cette ressource quand j'étais jeune. Moi, je suis partie de chez moi à 16 ans. Ça se passait pas très bien chez moi. Et pour moi, la prostitution, c'était un truc horrible. Donc je pouvais pas imaginer faire ça. Et quand j'ai parlé à l'époque, j'avais un petit ami, je lui avais parlé, je pourrais être danseuse, tu vois. C'est beaucoup moins stigmatisé. Je pourrais tourner autour d'un pole dance. Ouh, ça serait super, je me dénuderais. Et il dit, bah ouais, tu peux le faire pour moi, y a pas de souci. Mais si tu fais pour les autres, t'es une pute quand même, hein. Donc tu fais pas. Je dis, d'accord, moi le problème c'est que j'arrive pas à me nourrir, je bosse déjà 35 heures semaine et puis je fais mon BTS et j'y arrive pas du tout. Et j'ai fait un burn-out évidemment à la 2e année comme ça de mes études. Ça pour ça mon petit ami il avait pas de solution en fait, hein. C'était un peu marche ou crève, mais lui c'était pas très grave pour lui parce que ses parents lui payaient ses études donc c'était pas très compliqué. Voilà, donc moi je me suis dit non, je peux pas faire ça. Et du coup j'étais très jalouse. Je suis sortie de mes études moi avec 40 000 $ de dette que j'ai remboursé assez rapidement en, devinez comment, en enseignant le français dans l'Arctique canadien. Je savais, hein, mon petit coquin, vous saviez ça. Ok, super. Je vais pas faire une vidéo trop longue, je veux pas trop vous emmerder. Comme j'aime pas faire du montage, hop, j'attaque le prochain. Est-ce que je l'attaque avec... Oh, comme ça, voilà, c'est mieux. Et effectivement, il y a un bouquin là-dedans. Pourquoi il y a un bouquin? Ah oui, parce que il y a l'autre, c'est pas un bouquin, c'est un lecteur MP3. Et ça, par contre, c'est mes sous à moi, hein. Donc, je vous le présente pas, hein, parce que le dernier, quand j'étais à la salle de sport, il est tombé de ma poche et il s'est fait rouler dessus par un camion. Donc ça, c'est triste. Donc, il y a un autre bouquin ici, ça fait très longtemps qu'il est sur ma liste de ma putothèque. Et ça s'appelle Coming Out Like a Porn Star. Et en fait, c'est une collection de récits
de comment un grand nombre de personnes, de personnalités de porn stars en fait, des acteurs, actrices porno, actrices porno, pour le dire en langage inclusif, des actrices porno qui ont fait leur coming out, comment ils ont eu leur première expérience où ils ont dû annoncer qu'ils avaient une double vie, quand ils avaient une double vie, ou si au contraire ils ont été hyper open là-dessus. Donc moi je trouve ça très intéressant, c'est des points de vue très très différents, et puis il y a plein d'acteurs porno que j'adore qui sont là-dessus. Après c'est de l'américain, mais il y a par exemple Joanna Angel, Stoya, c'est Erika Lust, voilà, Annie Sprinkle, qui d'autres que je connais, Lorelai Lee, voilà, c'est pas mal des noms intéressants, et c'est Jiz Lee qui est donc un acteur queer, on va dire, qui a rassemblé l'ensemble de ces histoires, et donc pour moi c'est très très intéressant d'avoir tous ces vécus-là. Parce qu'au-delà de juste, si on pense à Mes chères études, c'est un témoignage, une perspective, un récit qu'on peut mettre dans la perspective de l'ensemble des luttes et des histoires des travailleurs du sexe. On est tous différents. Si vous suivez la page Par et Pour, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas deux histoires pareilles dans les histoires des travailleurs et travailleuses du sexe. Du coup, moi je connais très peu le milieu du porno, même si j'ai tourné dans mon premier film porno cette année, hein, que j'ai bien hâte de voir avec Canal+. Voilà. Et du coup j'ai envie de connaître un petit peu plus cet univers, parce que ce que je fais au Stras, c'est aussi défendre les droits de personnes qui sont acteurs, actrices porno. Voilà. Donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui, à moins que vous ayez des questions pour moi. Et c'est vrai que si vous me laissez des commentaires, si vous souscrivez à la chaîne, si vous me mettez des petits likes, moi ça m'encourage à faire d'autres vidéos comme ça, si ça vous intéresse. Et peut-être répondre à vos questions sur le travail du sexe, sur sa dimension personnelle, sur sa dimension politique. Moi ça me ferait très plaisir. Je sais que je suis une serre d'aigle des travailleuses du sexe. J'ai tendance à très très intellectualiser tout ce que je fais, tous mes défauts, toutes mes qualités, la façon dont je m'inscris dans les luttes. Pour moi c'est important de me remettre en question, et je suis prête à aussi prendre des critiques, des commentaires, et pour me faire progresser et pour mieux défendre non seulement mes droits à moi, mais les droits de toutes mes sœurs et tous mes frères, tous mes frères et tous mes adelphes qui sont dans le travail du sexe. Bon, c'est tout pour aujourd'hui.